Chaque année en endo, on voit arriver de nouveaux produits, de nouvelles limes. Est-ce que ça change vraiment les choses? J'ai déjà posé la question. Est-ce que c'est vraiment des changements uniquement technologiques, des changements biologiques? Mais surtout, est-ce que ça aboutit réellement à des progrès cliniques? Alors il ne faut pas confondre agitation et évolution. Pour en parler ensemble, rendez-vous le 11 octobre à la HUB. Salut! Aujourd'hui, on parlait de progrès. On vit une période intéressante. Au niveau du progrès, et on va commencer par, ça va bien au-delà de la dentisterie. On va parler voiture propre. Je ne sais pas si vous êtes tenté par cette tendance-là, soit pour des raisons fiscales, soit pour des raisons écologiques. Mais en fait, face à ce genre de choses, quand vous achetez une voiture propre et vous dites ça à vos copains, soit ils vous charrient en disant ouais, c'est pour le pognon, soit ils vous charrient en disant il faut aller plus loin et regarder ce que ça veut vraiment veut dire, et est-ce que finalement, quand on achète une voiture propre, on n'a pas simplement délocalisé la saleté ailleurs. Donc quand on parle de progrès, globalement, il faut toujours regarder ça de manière un petit peu critique, et c'est ce qu'on va essayer de faire cet après-midi, en parlant donc des progrès technologiques, biologiques, en endodontie, essayer de voir si ça a des impacts réels au niveau de notre pratique en clinique, et surtout au niveau de nos patients. Alors, pour commencer, donc, je dois vous avouer un certain conflit d'intérêts, bon, plusieurs conflits d'intérêts. Ce ne sont pas des conflits d'intérêts financiers, j'ai aucun intérêt financier personnel avec aucune firme par rapport à ce que je vais vous parler cet après-midi. J'ai par contre plein de conflits intellectuels, parce qu'en fait je suis impliqué en recherche en biologie et en technologie, donc c'est mon biais avec une très chouette équipe motivante et motivée, et je suis également biaisé parce que je suis impliqué en clinique et en enseignement avec une autre équipe tout aussi motivante et motivée. Donc du coup, je vais essayer d'être le plus objectif possible et de voir un petit peu, vu que j'ai des conflits d'intérêts en bio, en techno et en clinique, eh bien j'ai des conflits d'intérêts partout, et je vais essayer de vous donner une vision la plus objective possible, et on va essayer de faire ensemble le tri entre l'essentiel et l'accessoire dans ce domaine. Alors pour commencer, effectivement, si vous pouviez vous connecter sur le sondage, et on va tout de suite gérer toutes les différentes questions que vous devez vous poser, on les analysera pendant la présentation. Donc si vous pouvez effectivement vous connecter sur le système. Alors je vous demande de répondre, donc vous connaissez le système, c'est très bien, c'est un système qui est anonyme, c'est très important, donc c'est-à-dire que toutes les réponses que vous allez faire sont anonymes. Je vous demande de les faire de manière la plus indépendante, mais aussi la plus spontanée possible. C'est rien de passer 3 heures dessus. Répondez à la question rapidement, et puis on passera à la suivante. Donc ici la première question, c'est quels sont les éléments, selon vous, qui ont amené un progrès majeur en endodontie depuis toujours, hein, donc ce que vous considérez être les progrès majeurs dans la discipline. Vous pouvez, il y en a plein. Hein, donc, si vous pouvez répondre plein de choses, donc dès que vous considérez que c'est un progrès, vous cochez et vous passez au suivant, et etc. Pratiquement le total, quoi. Chez vous, c'est la plus longue question. C'est bon pour vous? Il y a encore quelques points, on peut y aller? On passe. Deuxième question. Quels sont les 3 éléments cette fois-ci? Donc, pas que vous jugez importants en termes de progrès, mais si vous deviez
prédire le succès ou l'échec de votre traitement odontique, je vais vous demander quels sont les 3 éléments que vous jugez les plus importants dans la prévision du succès de votre traitement. Donc on a l'obturation scalapex, la taille et l'évolution de la réaction périapicale, l'utilisation des instruments, en nickel titane, l'âge du patient, le diamètre et la conicité apicale, utilisation du microscope, présence de puff après obturation canalaire, utilisation de la digue, élimination de la boue dentinaire et la douleur du patient. Cochez 3, pareil, cochez 3 réponses. Celles que vous jugez les plus importantes. On met la couronne. Ok, on est presque. Il y a de plus en plus de gens qui se connectent, ça le problème. Ça vise. Ok, on est prêt, c'est bon? On a répondu vaguement? Ok, ça continue à répondre. Allez, suivant. Alors, où est-il le plus probable de trouver des tissus infectés? Je mets la radio en grand. Position 1, position 2, position 3. C'est rapide comme réponse. 1, 2 ou 3. Une seule réponse possible. Très très vite. On va tous trouver des tissus infectés, position 1, 2 ou 3. C'est bon. Allez, suivant. Autre question. Qu'y a-t-il dans une lésion périapicale chronique, asymptomatique, comme celle-ci par exemple? Vous avez une série de réponses. Vous pouvez également cocher plusieurs réponses. On ne triche pas là, je ne peux pas bien avec les qui trichent. On corrige et puis pour l'accréditation, tu m'as dit Patrick, c'est aussi, si t'as pas de bonne réponse, on enlève aussi. Okay. Ta suggestion. Ok. En avant. Ça c'est fini, allez hop. Dernière question. Le traitement en urgence des pathologies suivantes nécessite la prescription d'antibiotiques. Pareil, vous cochez tout ce pourquoi vous prescririez dans votre cabinet des antibiotiques dans cette liste de pathologies. C'est anonyme, hein, je rappelle. J'ai vu les réponses de Patrick, c'est pas joli de le lire. Ok, on est bon? Alors,
va revenir aux analyses après. Donc, quand on se pose ce genre de questions, quand on se pose la question de est-ce que les progrès technologiques et biologiques ont un réel impact en clinique, en endodontie, la première chose à faire, si vous préparez une présentation un jour, c'est de se demander si ce n'est pas des gens plus intelligents que vous qui ont déjà répondu à la question. C'est en général le cas, en fait. Hein. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions intéressantes. Et donc, effectivement, ici, j'ai trouvé un article qui répond exactement à la question. Donc, les avancées en endo, quelles sont les potentielles indications en pratique clinique? Et si vous connaissez un tout petit peu les noms, il y a quelques stars là-dedans. C'est vraiment des pointures en endo dans le domaine de la préparation, de l'irrigation, de l'imagerie, de la régénération, etc. Donc, c'est vraiment un petit peu le gratin de l'endodontie mondiale. Et donc, on peut demander en fait à ces gens-là et à crucifier qu'est-ce qu'ils pensent des avancées actuelles en endodontie et leurs conclusions. On va directement aller à la conclusion. Moi, je ne lis que les abstracts de toute façon dans tous les articles. Donc, ici, ce qu'ils disent, c'est que les dernières décennies, on a pu remarquer finalement la plus rapide et étendue, donc les évolutions les plus rapides et les plus étendues en dentisterie. Et cette période a montré des remarquables développements dans ce domaine-là. Donc ça envoie du très très lourd, vous allez voir qu'on va voir un petit peu après ce qu'on entend par là. Alors avant de rentrer dans les détails, ce qu'ils attendent par développement remarquable, on va faire une petite ellipse, un petit aparté sur ce qu'on appelle également l'esprit critique. Alors ce qui est important quand on parle de progrès et d'avancées remarquables, c'est de faire la différence entre l'agitation et l'évolution, entre les concepts et les faits. En dentisterie, on parle souvent chaque année, vous avez des nouveaux concepts qui arrivent en disant tu faisais ça comme ça, maintenant on va faire ça différemment. Et on va voir si ce genre d'approche est soutenu par les faits. Typiquement, l'esprit critique, c'est ceci. Hein. Donc vous avez un prof qui dit vous devez développer une argumentation personnelle, et les étudiants répètent tous nous devons développer une argumentation personnelle. Donc ils sont bien. Et c'est pas vraiment ça l'esprit critique. Alors en dentisterie, dans notre discipline, on a quelques écueils, quelques problèmes dans le développement de l'esprit critique. On a toute une série de tendances que je vais vous décrire qui nous empêchent de raisonner correctement comme on le fait, on essaie de le faire dans le domaine scientifique. La première tendance qui nous pose problème, c'est la tendance à considérer vraies les théories qui nous arrangent. C'est-à-dire qu'on va aller chercher l'article qui justifie notre propre hypothèse, notre propre théorie, ou de manière beaucoup plus terre à terre, on va liker des trucs comme ça sur Facebook. Je suppose que vous avez tous déjà vu passer ça. Si je vous disais le dernier article d'un tel, peut-être pas. Les 27 jobs qui sont les plus dangereux pour votre santé. Et je vous donne en mille. Numéro 1, c'est boum, c'est nous. Alors là, qu'est-ce que vous faites? Vous réagissez, yes, incroyable, on est fâché, on est content parce que les copains comprennent enfin que notre métier, il est quand même pas facile. Ça, c'est la première réaction. Enfin, métier de bonhomme, on est costaud. Après, moi, ma réaction, c'est de regarder un petit peu dans quels endroits du monde on a partagé cette publication. Vous pouvez faire ça. Donc, il y a des malades mentaux comme moi qui font ce genre de trucs. Donc, vous pouvez regarder qui partagent. Et là, on constate que les partages ont essentiellement été localisés dans les pays en voie de développement. Donc, l'Amérique du Nord, l'Europe, un petit peu l'Afrique du Sud, un petit peu en Inde, etc. Hein, globalement, donc, moi, ça me fait marrer quand je vois ça parce que quand on dit les métiers les plus dommageables pour notre santé et de voir où ça a été partagé, ça en dit long un petit peu sur le type de véracité qu'on peut tirer de ce genre de choses. Alors, encore plus pervers, moi je suis extrêmement pervers dans ce genre de trucs, c'est d'aller voir la méthodologie en fait. Donc de nouveau, personne ne fait ça. Aller voir comment ils ont calculé ce genre de trucs, donc on a du temps à perdre, à dire. Donc, de manière à analyser ça, ils ont pris toute une série de mesures qu'ils appellent les health risks, chez toute une série de bases de données, et ce qu'ils ont choisi pour déterminer les dangers potentiels pour notre santé, c'est l'exposition à des contaminants, c'est l'exposition à des maladies et des infections, à des maladies dangereuses, des conditions dangereuses, des radiations, des coupures, des morsures ou des piqûres, et tout ce qui est resté assis longtemps, parce que ça on a montré que c'était pas bon pour l'instant. Donc quand vous voyez la liste comme ça, c'est pas une énorme surprise de voir qu'on a gagné la compétition. Ça a été un petit peu sélectionné de manière un petit peu biaisée. On a encore battu les anesthésistes, on est content. Donc voilà. Après, ce qu'on peut également avoir comme démarche, c'est de se dire, tiens, on a mesuré un risque de potentiellement avoir une moins bonne espérance de vie. Et moi, quand je vois ça, je me demande mais pourquoi on ne mesure pas tout simplement l'espérance de vie des dentistes. Et donc j'ai été chercher ça. Et comme je dis toujours, on a moyen de trouver des gens qui ont répondu à beaucoup de questions dans la vie. Et ça a été en fait étudié. Hein. Il y a des gens nouveaux qui passent leur temps à des chouettes trucs.
quelles sont les causes de vie et l'espérance de vie des dentistes. Ça a été étudié au Japon. Et au Japon, la conclusion, de nouveau, je vous appuie toute la méthode, pas de différence significative entre les dentistes de Tokyo. Pourtant, au Japon, ils sont super stressés, hein, les dentistes au Japon, ils sont tendus. Donc, ils sont à risque. Et pourtant, pas de différence par rapport à la population générale de la ville. On est aux environs de 75 années d'espérance de vie. C'est pas mal. Par contre, si vous regardez, donc là, on peut liker clairement, si on regarde par contre l'espérance de vie dans les mineurs dans la province du Yunnan en Chine, là, on peut également faire un test statistique. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que l'espérance de vie des mineurs en surface, c'est 59 ans, et en sous-sol, c'est 49 ans. Okay, donc là, effectivement, on peut faire ça, et on peut se dire que potentiellement, quand on fait ce genre de trucs, hein, je fais de l'autocritique, je ne vais pas faire des trucs sympas cet après-midi, on peut se dire que potentiellement, on a un peu tort de se plaindre, et si jamais il y en a qui ne sont toujours pas convaincus, j'ai entendu qu'ils recrutent dans le Yunnan pour les dentistes qui ne sont toujours pas convaincus par la pénibilité de la profession. En gros, la conclusion de ça, hein, la solution qu'on peut avoir pour s'opposer à cette tendance de croire que tout ce qui nous arrange, c'est une théorie qui est valable, c'est de se poser les bonnes questions et de collecter des données pour répondre à ces questions. Il viendra un peu plus tard, un monsieur qui est analyste, qui est habitué à analyser les données, il dit « sans données, on est juste une autre personne avec une opinion hein ». Et dans la salle, je suis sûr qu'on a tous une opinion qui est différente, il n'y en a pas une forcément qui est plus valable que les autres, c'est important. Le problème, c'est qu'en science, normalement, c'est ceci qui se passe, les faits doivent dominer l'opinion. Et dans nos domaines, dans la vie en général, on a tellement d'opinions que ça masque les faits. C'est la plus grosse animation de ma présentation. J'espère que vous appréciez. Parce que j'ai passé un temps. Alors, donc ça c'est la première tendance. Donc on a trop d'opinions, et pour couper le bruit du signal, comme on dit en science, et essayer de voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a là derrière, eh bien il faut essayer de voir simplement les faits. Deuxième tendance, c'est de généraliser un cas particulier. Ça on le fait tous. C'est une tendance qu'on a l'habitude de faire en clinique. On a un patient, ça merde, voilà, on se dit bah ça va être tout le temps comme ça, je fais plus ça. De nouveau, on va essayer de prendre un petit peu de recul, hein, c'est mon job cet après-midi. Un truc un peu tendu, c'est quelles sont les chances de mourir de nous. Donc, alors, pas mourir de manière chiante, des maladies, etc., de manière un peu fun. Alors ça, c'est une base de données qui a été faite aux États-Unis. Comment on peut faire pour mourir un peu fun? C'est on se demande quelle est la probabilité de mourir si vous pratiquez des sports extrêmes. Alors, par exemple, le saut à l'élastique, vous avez une chance sur 500 000 participants. C'est pas mal, quand même. Saut en parachute, c'est plus, c'est moins. On a plus de chances de mourir. Donc, un participant sur 100 000 va passer à la casse en faisant du saut en parachute. Des activités un peu plus terre à terre, le vélo. On est entre le saut en parachute et le saut élastique, c'est perturbant. Qui utilise le vélo ici? C'est bien. Qui utilise la bagnole? La bagnole, c'est plus, c'est moins. Ah! Prenez votre vélo, franchement, c'est beaucoup mieux. Sauf si vous ne croyez pas aux statistiques. Si vous ne croyez pas aux statistiques, vous dites toujours, oui, mais moi, dans ma bagnole, je contrôle bien et tout ça, et donc, moi, j'aime pas le vélo, je trouve que c'est dangereux, on transpire, tout ça. Donc, on peut toujours, en fait, trouver des exceptions. Ok? Et il y a des gens, de nouveau, moi, j'aime bien aller chercher des citations de gens plus intelligents, beaucoup plus intelligents en l'occurrence, qui disent, mais en fait, on ne peut jamais avoir assez d'expérience pour prouver qu'une théorie est valable. Et une seule expérience peut me prouver que j'ai tort, ok? C'est ce qu'on fait tous les jours en dentistopie. En fait, c'est le syndrome de oui, c'est bien ce que vous me dites, mais un jour j'ai eu un cas. D'accord? Donc ça, on a toujours envie de le faire. Quelqu'un vous expose une théorie, et puis oui, mais moi au cabinet, j'ai eu un autre truc qui ne justifie pas votre machin. Oui, bon, d'accord, donc il y a des exceptions à toute règle, et donc on essaye de prendre des grands ensembles pour tirer des conclusions globales. J'aime bien le saut en parachute. Il y a un article, en tout cas, qui montre, on a parlé d'evidence-based ce matin, et donc est-ce que tout doit être evidence-based? Est-ce que le saut en parachute, en fait, est-ce que l'utilisation d'un parachute quand vous tombez dans un avion, c'est evidence-based? Parce qu'à un moment donné, on a mis deux groupes, ceux qui voulaient pas de parachute, ceux qui voulaient un parachute, et on a dit, ok, c'est prouvé, on vous recommande d'utiliser un parachute. Eh ben, il y a des gens qui ont étudié, ça c'est fou. Donc, c'est un article tout à fait sérieux, vous pouvez le trouver. Et ils disent finalement, on n'est pas capable d'identifier aucune étude randomisée qui prouve que le parachute est justifié. Parce qu'il y a des gens qui sont tombés dans l'avion sans parachute et qui ne sont pas morts, ça existe. C'est génial, hein? Et donc, du coup, et je vous le prouve, parce que moi, je viens avec des données. Vous avez vu ce truc-là? C'est un type qui saute dans l'avion sans parachute.
Et on le suit, à un moment donné, on a un peu tendu pour lui. Et on le suit, et on se dit, non, qu'est-ce qui va se passer? Il va mettre un parachute. Et non, il ne met pas de parachute. Et à la fin, je vais mettre le son parce que c'est. Ah non, il n'y a pas de son. C'est les Américains, évidemment. Et boum, c'est bon. Alors là, du coup, il y a tout le gratin des États-Unis qui est content. Hein, c'est amazing. Mais si c'était éclaté la gueule par terre, on aurait pu. Donc, notre tendance à généraliser un cas particulier, elle est humaine, on fait tout ça, mais il ne faut pas le faire. Pas en antihistorique, pas quand on est intéressé par les données globales et la santé publique. Donc, en fait, on a tendance à le faire tous, je le fais presque tous les jours quand je conseille des patients, mais en gros, il faut se forcer à considérer des données à l'échelle des populations et pas à l'échelle d'un individu. Parce que sinon, vous avez vu, on en vient à faire des conclusions qui tiennent pas tout à fait là. Troisième tendance, croire que tout marche grâce à ce que l'on fait. Ça, c'est le côté un peu égocentrique. Je fais un truc et je pense que ça va fonctionner parce que moi, je l'ai fait. Donc j'ai mis un tel irrigant dans le canal et parce que j'ai mis cet irrigant, ça va fonctionner. Ça, c'est la différence, une tendance actuelle que j'appelle endodontie et performance. C'est de quoi je montre quelques cas. J'ai été jeune un jour, je suis un peu le vieux du service qui est un peu inquiétant. Voyez, vous voyez un truc comme ça, quand vous êtes un petit peu chaud, vous dites, c'est un traitement qui est mauvais, ça, je vais le refaire, et on le refait, on avait avec Patrick à l'époque, et on est content, quoi, c'est beaucoup mieux après, mais il n'y avait pas de pathologie avant, pas de douleur, pas de symptômes, pas de signaléotype, et il n'y en a pas après. On va faire une couronne dessus quand même. Qu'est-ce qu'on a amélioré? Pas grand-chose. Son ego, probablement un petit peu. Deuxième cas, pareil, toujours mes cas, on a un antulo ici cassé, pas de pathologie périapicale, pas de symptômes, mais on a quand même toujours envie d'aller chercher ce genre de trucs. On est un peu sport. Et puis après, bon, ça c'est pas mes cas, vous en trouvez des dizaines et des centaines de milliers sur Internet, c'est tous les cas où vous avez des grosses courbures, etc. Donc tout marche parce qu'on a fait quelque chose, parce qu'on a posé un acte technique. Okay. Donc la solution, c'est aussi, dans ce genre de choses, d'accepter que certaines choses fonctionnent malgré ce que l'on fait. Pas toujours grâce à ce que l'on fait. Donc on fait des trucs, et malgré ce que l'on fait, ça fonctionne pas, dans un sens positif, dans un sens négatif. Et donc, on va essayer de se focaliser sur les facteurs qui sont vraiment importants. Je vais vous les donner à la fin. Quatrième et dernière tendance que je trouve intéressante dans notre discipline, c'est de croire que les choses sont immuables, que la science s'est arrêtée au moment où vous avez eu votre diplôme, et que plus rien n'a évolué après, quand vous avez votre spécialité, que sais-je, et que le patient qui ne revient pas est un patient content. Alors je vous présente deux coiffages, ou deux obturations, enfin ici un coiffage par en direct, et une obturation ici chez le même patient, qui à un moment donné ont été un succès pour le dentiste, et puis après, il a été chez un autre dentiste. Et donc ça nous arrive à tous, mes échecs sont probablement chez vous et les vôtres chez moi, ou inversement. Et donc il y a un mec également, un sage, qui a dit à un moment donné, le temps ne fait rien à l'affaire. Et donc ce qui est important aussi, c'est d'accepter qu'on est capable de se tromper, qu'on peut se tromper, et qu'on se trompe. Il faut juste analyser les raisons de cet échec. Et il faut considérer le facteur temps. C'est hyper important. Si on ne considère pas le facteur temps, eh bien, on n'a aucune idée. Si le patient sort de votre fauteuil, il a pas mal de mains dans la semaine qui vient. Maintenant, on a des espérances de vie, on l'a vu, sauf chez les mineurs du Yunnan, mais chez nous, on a quand même des bonnes espérances de vie. On n'a pas envie que ça tienne juste quelques semaines. Ça va. Donc, on va considérer le facteur temps. Donc, si on revient sur les conclusions qui ont été données par mes éminents collègues endodontistes, donc on dit on a des gros progrès, les plus rapides et des développements remarquables ces dernières années. De quoi ils ont eu envie de parler là-dedans, et on va voir après quel était votre avis. Ils ont eu envie de parler de l'imagerie en endo, de la préparation canalaire, de la désinfection canalaire, de l'obturation et de ce qu'on appelle l'endodontie régénérative. Donc en gros, ils ont voulu parler un peu de technologie et un peu de biologie. Donc on va faire un petit peu des deux. Alors, ensuite je vous ai posé la question, on va voir ce que vous considérez, si je vais rejoindre, ce que vous considérez comme les progrès actuels. Ok. Alors, vous m'aidez, est-ce que je vois moins? Endodontie mécanisée en tête, la digue, les nouveaux matériaux, les cellules souches, on s'en fout un petit peu, diagnostic moléculaire aussi, un seul de façon séparée, le cone beam a une bonne place. Connaissance en immuno, c'est pas mal, c'est mieux que les cellules souches. Bactériaux, nouveaux dispositifs d'irrigation, localisateur d'APEX a une bonne place, imagerie, et puis, c'est bien, vous êtes optimiste. Et les connaissances en physiologie, pathologie, ok, c'est pas mal. Donc on a
Vraiment une dichotomie, des trucs intéressants et des trucs un peu moyens. On va voir ce que ça donne ensuite. Donc, vu que eux, ils ont vraiment résumé en gros sur les trucs un petit peu bateaux de Lando. Donc, on va parler de progrès technologique et la question qu'on va systématiquement se poser à chaque fois que je vous parle d'un progrès, c'est est-ce qu'en gros, ça a donné lieu à des progrès cliniques. Alors, première question, et ça c'est une thématique vraiment classique, localisation du MV2, si tu localises pas MV2, t'es un peu nul, etc. Donc, on peut avoir maintenant à faire appel à des technologies qui sont le CBCT et le microscope. Alors, quand vous référez, vous dites, bah, je vais vous envoyer chez quelqu'un qui a un CBCT et un microscope, et ça va fonctionner. Alors, est-ce que c'est vrai quand vous voulez localiser le MV2, donc, il y a des gens qui se sont posés la question, si on utilise cette technique-là, est-ce que ça va mieux pour localiser le MV2? La radiographie périapicale, le pourcentage de localisation de MV2, c'est 8%, c'est pas top, donc c'est vraiment pas bien. Et puis ensuite, si vous prenez le CBCT, donc faire un scan, 54%, c'est beaucoup mieux dans ce travail-là. Et puis si vous mettez CBCT plus l'examen clinique, c'est-à-dire essayer de le prouver avec vos yeux et votre fraise, ça n'augmente pas. CBCT et microscope, on augmente un tout petit peu. Un seul ultrason, un petit peu. Et puis simplement la qualité d'accès et l'examen clinique, bah, c'est déjà pas mal en fait. Et donc si on fait un test statistique là-dessus, on a clairement la radiographie périapicale qui n'est pas suffisante, mais tout le reste, c'est pas différent significativement. Ça veut dire qu'en gros, si vous savez où chercher et que vous avez les compétences cliniques pour le trouver, ça ne sert à rien d'avoir le reste. Ça ne veut pas dire que ce ne sera pas plus facile d'utiliser le reste, mais ce sera pas mieux en termes de pronostic pour le patient. Ça, c'est une première information. On va discuter de tout ça après. Deuxième chose qui représente un progrès actuel, vous voyez plein de vidéos, les gens sont assez chauds à ce genre de trucs pour l'instant, c'est l'endodontie guidée par imagerie 3D. En gros, vous prenez la connaissance de l'implanto, vous la mettez en endo, c'est plus ou moins ça. En gros, c'est simuler avec des guides chirurgicaux les cavités d'accès pour trouver directement le canal sans risquer de perforation. Vous en avez entendu parler, voilà, ça passe par un scan et de la simulation. Ça permet de faire quoi? Un des articles un petit peu pionnier là-dedans, ça permet de traiter ce genre de dents si jamais on doit la traiter. Donc une dent avec un canal complètement oblitéré, là ça passe, c'est feu vert, là ça passe pas, c'est feu rouge. Si vous avez déjà essayé de traiter ce genre de dent, ben, c'est la galère totale, hein. On passe 3 heures là-dessus et on serre les fesses en permanence. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Eh bien, on peut faire de l'endodontie guidée par de l'imagerie. Donc, c'est-à-dire qu'on fait un scan, après on essaie de positionner un forêt là-dedans, et puis on a une simulation comme ça. On a un guide comme en implanto, et on passe au travers, et on fait le traitement nickel, et là, boum, amazing, de nouveau. Alors, le résumé de cet article-là, c'est que ça fonctionne bien, mais ça fonctionne bien surtout dans le cas de calcification au niveau du canal. On ne va pas commencer à faire des scanners sur tous nos patients pour trouver les canaux. En principe, ça s'arrête dans nos compétences. D'accord? Donc, ça, c'est un peu le genre de technique qui est pour l'instant proposée et mise en avant beaucoup dans la littérature endo et dans les forums. Si on revient aux conclusions de mes collègues, qu'est-ce qui a été comme remarquable développement dans le domaine technologique en imagerie? Eh bien, ce qui conclut, c'est que peu d'études ont validé l'utilisation du cone beam avec suffisamment de robustesse. Et donc, finalement, la plupart, c'est de l'in vitro ou de l'ex vivo. Et donc, ça ne peut pas être extrapolé à un scénario clinique. Bon, on est bien barré avec ça. Ça veut dire qu'en gros, tout ce que je viens de vous me raconter, ça n'a pas l'air d'être super validé par nos collègues. Bon. Étape suivante. Préparation. Chaque fois que vous allez à un congrès, ou chaque année, je suis certain que vous avez l'impression, en tout cas moi j'ai cette impression, d'être dépassé ou démodé, parce que chaque année il y a des nouveaux instruments, on vous dit maintenant il y a une section carrée, ronde, non, on n'a pas encore essayé, ça on pourrait essayer, ronde, carré, ovale, triangulaire, et ici on a des instruments qui... Donc vous avez, et là on est vraiment dans le domaine du concept. Est-ce que ça, c'est un concept qui a l'air sympa ou pas? Et puis ensuite il y a des gens qui testent ça, on fait du nouveau de l'imagerie, ça c'est du micro-CT, j'ai appelé ça XY, les lignes, parce que je n'ai pas l'intérêt à vous développer le type qui a été utilisé. Rouge, c'est préparé, et vert, ça n'a pas été touché. On compare une ligne A avec une ligne B, oui, ce que j'ai appelé X-file et Y-file, et on mesure finalement la quantité de surface qui n'est pas préparée dans ces canaux-là. En gros, vous passez votre ligne, et bien il y a une partie de la surface, en l'occurrence ici, 28 ou 40% de la surface qui n'a pas été du tout touchée par votre lime, et puis vous avez l'autre lime, et on fait une comparaison entre l'un et l'autre.
Et puis après, on peut regarder également, est-ce que cette ligne, finalement, elle va enlever beaucoup de dentines, est-ce qu'on va arriver avec un risque plus élevé de fracture. Donc souvent, les dents en endo, ça échoue en se fracturant. Je pense qu'on vit la même réalité. On a des échecs d'endo à cause de fractures. Et donc, on essaie de voir si la quantité de dentines qui est perdue, eh bien, elle est plus faible avec la même efficacité entre une ligne X ou une ligne Y. Alors, je donne la conclusion, hein, vous ne devez pas regarder ce tableau complexe. Les deux instruments testés sont acceptables ou sont adaptés à la préparation des canaux, ici des molaires mandibulaires. Et le X a résulté à une conservation un peu plus importante de la dentine. Super. Donc, de nouveau, vous pouvez dire, bah, ok, j'achète cette lime parce qu'elle conserve un petit peu plus. On a 1,32% versus 1,35%. Voilà. Autant que c'est sensible au genre d'argument. Et par contre, il y a d'autres études qui posent la question, est-ce que si je compare une technique old school, alors je définis old school ici c'est sans jugement, hein, moi je fais encore de la condensation latérale en obturation par exemple, donc le classique, on va appeler ça classique, pas old school. Classique, c'est préparation manuelle, une ou deux visites, condensation latérale, pas de dépassement et une restauration définitive le plus rapidement possible. La technique contemporaine, moderne, c'est l'endodontie mécanisée, avec de la condensation verticale à chaud ou de la thermocompaction, plus de flush, plus de dépassement, en général des restaurations temporaires et puis toute une série d'optiques. Et on regarde en fait ce qui est le plus important pour le patient. Est-ce que ça va conditionner la conservation de la dent sur l'arcade? Parce qu'à la fin de la journée, si vous dites au patient, il y a un petit espace, un petit débordement, il s'en tape un peu. Ce qui est important, c'est qu'il garde la dent le plus longtemps possible sur l'arcade. Ça s'appelle la survie. Et la survie des dents, eh bien, elle est identique, 96%, et 98% dans les deux groupes, ici, dans cette étude-là. Pas de différence statistique entre les deux, que vous soyez classique ou que vous soyez plutôt moderne. Pas de différence. On revient à la conclusion de nos experts. Préparation canalaire, qu'est-ce qu'ils en disent? Que la plupart des instruments actuels sont plutôt pas mal quand utilisés judicieusement. Ça veut dire que si vous bossez bien avec votre système, vous ne serez jamais démodé, vous serez toujours efficace. Ça, c'est la bonne nouvelle du moment. Et donc, vu que la mise en forme n'est pas suffisante, il reste des espaces qui ne sont pas instrumentés, eh bien, il faut rincer. Grosse nouveauté, remarquable développement, il faut irriguer quand on fait de l'angle. Donc, on passe du coup au progrès biologique. Et on va se poser la même question, est-ce que ça va résulter dans des progrès cliniques? Je vais commencer à revenir un petit peu là-dessus. Donc, trois possibilités biologiques, désinfection, obturation et régénération. Alors vous trouvez sur Internet, de nouveau on parle d'esprit critique, vous trouvez sur Internet pas mal d'articles qui vous disent, voilà, des nouvelles technologies pour améliorer la désinfection canalaire. La conclusion de ce travail-là, de nos collègues italiens, c'est de dire, c'est évident qu'il y a plein d'avantages à utiliser ces stratégies complémentaires d'irrigation et que ça pourrait nous être utile dans la pratique quotidienne de culture. La question c'est, oui, est-ce que c'est vrai et qu'est-ce qu'on attend par ces stratégies complémentaires? Par exemple, de nouveau, je n'ai pas de conflit d'intérêt ni positif ni négatif avec aucune film, vous trouvez ce genre de pub avec des instruments ultra sonores pour faire vibrer, on vous dit ça élimine le biofilm, ça fait la montée des débris, il y a souvent beaucoup de choses positives. Et puis vous avez un type qui débarque, qui s'appelle Christos Boustukis, c'est aux Pays-Bas, et c'est un gars qui travaille dans un groupe où ils ont passé toute leur vie à tester l'irrigation canalaire. Les mecs, c'est leur gagne-pain, quoi. C'est un peu, c'est leur couronne à eux, quoi. Ils font de tests d'irrigation tout le temps, et donc ils ont réalisé une étude de revue systématique. Ils ont pris tous les travaux qui testent l'irrigation, et ils ont essayé de voir si ces méthodes complémentaires d'ultrasons étaient plus efficaces que simplement de venir rincer avec votre aiguille. Ils ont trouvé 45 études in vitro, 3 études cliniques, dont une seule a posé la question, est-ce que ça impacte le taux de succès de la parodontite apicale? Okay, donc c'est un peu notre objectif ultime. Ils ont testé tout, le volume total de l'irrigant, le flux, etc. Et de nouveau, je zappe toutes les données, je vais directement à leur conclusion. Résultats contradictoires dans les études in vitro. C'est pour ça que je ne les présente pas. L'activation ultrasonore n'a pas amélioré le taux de succès de la parodontite apicale dans la seule étude clinique qui a testé en fait ça. Et donc le niveau de preuve est forcément très faible. Embêtant. Médication canalaire, c'est mieux.
Alors, un jour, j'ai pris un journal, ça s'appelle le journal of Endodontics, et c'était en 2012, et j'étais commencé à être un peu critique à ce moment-là. Et j'ouvre un truc, et je vois 2 articles dans ce journal-là, dans ce même journal. Il y a le premier article qui dit « Est-ce qu'on fait 1-2 visites en endo, et on va faire une étude bactériologique ?» Et on a les voisins, vraiment l'article juste à côté, qui dit 1 ou 2 séances, et on va voir le succès clinique. Qu'est-ce qu'ils mesurent? Eh bien ici, on a à nouveau notre collègue italien Ricucci qui participe à ça. Ils prennent des dents qui sont légèrement mal embarquées, donc des dents à extraire. Ils font le traitement d'eau, ils les extraient et ils regardent dans les canaux, ils voient qu'il y a des bactéries. Et donc, l'autre côté, ils font quoi? Simplement, ils regardent s'il y a de la guérison, pas de guérison ou une guérison incertaine. Et leur conclusion est la suivante. Premier groupe, ils disent ici, on a une amélioration du statut microbio si on met du calcium et si on fait 2 séances. Et donc, conclusion, l'interséance est nécessaire pour enlever plus de bactéries. Et on a les voisins juste à côté dans le même article, dans le même journal, pardon, qui concluent qu'en fait, cliniquement, aucune différence. De nouveau, ça dépend quel est votre objectif. Si vous êtes avec la casquette de chercheur, c'est peut-être important. Si vous êtes avec la casquette de clinicien, eh ben, on a envie de dire, on termine le plus rapidement possible. Et il y a une 3e étude dans ce même journal qui a demandé l'avis au patient, et le patient va deviner lequel il préfère. Donc, ça doit finir rapidement, en 1 séance, et donc, on est clairement vers quelque chose de plus efficace en 1 séance et de plus apprécié par les patients. Conclusion de nos très chers collègues, désinfection canalaire, on a plein de trucs avancés, progrès, qui sont actuellement testés. Et de nouveau, further clinical research is required. On doit encore faire des recherches cliniques. Mais on a la réponse, mais on va encore en faire encore un petit peu. D'accord? On arrive sur l'obturation canalaire. Également un progrès qu'on nous prétend de plus en plus, et particulièrement, j'aime bien, cimentrique, triplication de silicate. Meilleure biocompatibilité, on est dans l'in vitro, potentiel de bioactivité, potentiel modulation de l'inflammation, simplicité d'utilisation, etc., etc. Vous tapez dans PubMed Tricalcium Silicate Sealer and Apical Periodontitis and Clinical Study, vous trouvez 0. Conclusion. Est-ce qu'on ne serait pas en train de se foutre un peu de... Non? New concept, might improve. J'ai mis comme ceci en bleu. Ça pourrait simplifier. Alors, je ne sais pas s'il y a moyen, monsieur technicien, s'il y a moyen de brancher le son. Je ne vous ai pas prévu. Si je sens que pardon. Potentiellement. On essaye? Non. Vous connaissez, hein? C'est dommage. Tracasse pas, on a compris en fait. C'est ça l'idée. C'est bon? Non, c'est pas grave. Ah, mais c'est rien. Franchement, on va pas très loin. C'est. Okay. Donc, Scopay qui dit ça va pas être possible à cause de l'argent. Il y a le petit tracassement, on a compris. Donc, en gros, dans les progrès, on a des trucs qui sont conceptuels. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Le concept et la preuve clinique, c'est pas toujours associé. Par contre, des fois, le progrès, ça peut être moins bien aussi. Ça, on a tendance à l'oublier. Exemple, des fois, c'est bien le progrès. Prends l'exemple des téléphones. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas top. D'accord? Donc, il y a le progrès qui est bien et le progrès qui est pas bien. En termes de, enfin, pour autant qu'on cherche le contact social. En endodontie, ça s'appelle l'histoire du résilon. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette technique-là. C'est une nouvelle technique d'obturation qui a été développée il y a quelques années pour remplacer la gutta. Et en fait, quand l'étude numéro 1 est sortie, à 1 à 2 ans, pour valider une étude clinique, nouveau, le succès du résilon et le succès de la gutta, 78, 74.
Je vous ai dit, Brassens l'a dit, le temps ne fait rien à l'affaire. Une autre étude qui est sortie, 5-6 ans de recul sur les traitements, 88% de succès avec la gluta, 56% avec la gyno. En gros, ça se casse la gueule avec le temps dans cette technique-là. Ça veut dire que tout succès, tout progrès, eh bien, c'est pas forcément toujours bien. Il faut voir un petit peu ce que ça donne dans le temps. Les cellules souches, c'est un truc que j'aime bien. Franchement, ça va être bon, quoi. On va quand même avoir un truc qui va peut-être améliorer quand même notre pratique. Alors, on a, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'endodontie régénératrice. On a des dents immatures nécrosées avec une réaction périapicale, donc de l'os qui est perdu à cet endroit-là. Et puis, les stratégies veillent à de régénérer la pulpe. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On désinfecte, on met une médication, et puis on vient faire saigner le périapex, on fait remonter le caillot, et on vient coiffer à cet endroit-là un caillot. Et puis, regardez ce qui se passe, on a une guérison de l'os, et puis on a un épaississement des parois, et quand on a du bol, ça s'allonge un petit peu. Pourtant, c'est une dent qui était nécrosée avant les apaissifications. Maintenant, on peut faire ce genre de truc. Comment ça marche? Donc, un collègue avec qui on travaille beaucoup aux États-Unis, au Texas, de jeunesse, qui vraiment est un leader dans ce domaine-là, qu'est-ce qu'il explique et qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Vous avez une dent immature, avec des bactéries dans le canal. Vous avez une papille ici, la papille qui est la partie immature de la dent. On rince, on élimine les bactéries, et on fait remonter les cellules dans le canal, dans le caillot en fait, comme on fait une extraction. Et puis petit à petit, le tissu se réorganise, on a une nouvelle pulpe qui se forme, en tout cas un tissu qui y ressemble. Alors on est chaud, on y va, on le fait, quoi. Moi j'ai envie de faire ce genre de truc. Donc j'en ai fait voilà, une patiente ici qui avait une dent immature, nécrosée, et tout le monde avait envie de faire ça. Une grosse vague en endo, on va utiliser les cellules souches, et ça va être excellent. Comme vous voyez ici, c'est un truc assez costaud, donc il y a une perte d'os au niveau de la table, au niveau du palais. Donc je fais la même chose, je désinfecte, et puis je fais saigner, et puis on fait tout ce on peut revenir là-dessus plus tard. La technique n'est pas importante. Et puis on fait le suivi. Et de nouveau, le temps est important, parce que si on regarde 2013, ça va pas, 2014, ça va pas, ça va peut-être un peu mieux, 2014, 2015, et là, ça guérit. Donc on a l'os qui guérit. Est-ce que ça augmente un petit peu l'épaisseur de la racine? Est-ce que ça augmente sa longueur? On peut discuter, il faudrait mesurer avec un code BIM peut-être. Mais en gros, ce qui est important pour la patiente, c'est qu'en fait, elle n'a plus de lésions dans son os. Alors, qu'il y ait un peu plus ou un peu moins d'épaisseur au niveau de sa racine. Mais pourtant, on a dit, si on est dans le concept classique de l'endo, qu'est-ce que tu as utilisé comme obturation? Ton canal est vide. Si vous avez un truc comme ça qui dépasse, mais c'est qui l'animal qui a fait ce traitement, okay? Vous allez l'envoyer chez quelqu'un, chez Patrick, pour refaire le traitement, chez d'autres gens très compétents dans cette salle. Il refuse vraiment. Conclusion. On a compris, hein. Alors, des avancées significatives qui ont été faites, mais pour le coup, là on a quelque chose d'intéressant, c'est qu'il conclut que finalement, les avancées qu'on a fait dans le domaine des cellules souches, c'est pas tant que ça nous change la vie au quotidien tous les jours, parce que ce genre de cas, on en a, c'est moins de 1% de notre pratique, même dans les cabinets spécialisés, mais par contre, ça amène une meilleure compréhension. Ça, c'est la clé, parce que, et comme on dit de nouveau, des gens plus intelligents que moi, mieux comprendre pour mieux guérir, c'est vraiment la clé. Alors, on va voir un petit peu ce que vous avez répondu, on va passer, en parlant de mieux comprendre, on va essayer de mieux comprendre ce qui se passe en endo. Regardez les résultats des autres questions. Quels sont les 3 éléments que vous jugez les plus importants dans la prévision du succès? On reviendra plus tard, je passe à la question. Où est-ce qu'on va trouver le plus de tissus à infecter? Donc on a 36% 1, et on a une victoire du 3. Mais il y a quand même 36% 1, un petit peu là. D'où viennent les bactéries? Toujours. Ils viennent de la bouche. La quantité de bactéries la plus importante, c'est le numéro 3. Toujours, c'est logique, elles viennent de là. Donc, il n'y en a pas dans la réaction périapicale, ou très rare. On va revenir là-dessus. C'est pas grave, c'est anonyme, et je dis l'objectif, c'est d'essayer de comprendre ce qu'on fait, c'est le plus important. Si, là, j'ai l'impression que je ne comprends pas ce que je fais. Patrick, j'ai l'impression de vivre ce que tu vis. Mais chaque fois que tu galères avec un ordinateur, j'ai l'impression d'être. C'est vrai, j'y suis.
Je vieillis, j'ai des cheveux blancs. Ok, c'est terrible. Ok. Alors, la physiopathologie, vous avez tous dit que c'était important et que ça avait changé votre manière de voir l'endo. Ben, moi aussi, clairement. Depuis que je m'intéresse aux cellules souches, ces trucs-là, aux lymphocytes et machin, je commence à m'intéresser à ce qui se passe dans le périapex. 30%, on a dit, inflammation. Ce que vous voyez dans le périapex, c'est de l'inflammation. L'objectif de ce tissu, parce que c'est un tissu, c'est une réaction de l'organisme dont le but est de limiter la dissémination de l'infection et d'initier les processus de réparation. Ça veut dire que c'est positif en fait. On voit toujours ça comme négatif en disant il y a une lésion. Là, moi, je n'aime pas parler de lésion, c'est mis entre guillemets, parce qu'en fait, c'est une réaction de l'organisme qui en fait a pour but de limiter la dissémination des bactéries. Si vous n'aviez pas ça, eh bien, on mourrait tous nos patients mourraient d'une réaction périapicale ou d'une infection dentaire. C'était le cas avant, c'est plus le cas maintenant. Et l'infection, finalement, elle se trouve où? Elle se trouve dans le canal, majoritairement. Il y a certains cas et certaines exceptions où on en trouve des bactéries dans le périapex, c'est vrai, essentiellement dans le canal. Donc la majorité, et ça c'est très important de distinguer, c'est l'infection est dans le canal, majoritairement, et ce qu'il y a au-delà de l'apex, c'est une inflammation, c'est une réaction de défense de l'organisme. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ces... on va se retenter. Qu'est-ce qu'il y a dans ces réactions périapicales? Donc il y a effectivement des vaisseaux sanguins, des lymphocytes, très peu de pus, parfois des bactéries, mais minoritairement, vraiment très peu, rien de bon, des neutrophiles non, essentiellement dans le cas des abcès, mais pas dans les réactions périapicales, il y en a un peu, mais pas beaucoup, et il y a des cellules souches. Et c'est important parce que sinon ça guérirait jamais. Donc il n'y a pas que des cellules inflammatoires, il y a des cellules souches là-dedans, osseuses principalement, sinon on n'aurait jamais guéri. Alors du coup on va essayer de faire un petit peu le parallèle clinique. Quand on regarde ceci, donc il faut arrêter, on a tendance à dire à nos patients que vous avez une infection là, dans ce truc-là. Non, il faut dire que vous avez une infection là. Et là, vous avez une réaction de défense de votre organisme, et ça fait moins peur quand on dit, moi si on me disait vous avez une lésion, moi j'aimerais pas qu'on me dise ça. Vous avez une lésion, non, vous avez une réaction inflammatoire au niveau de votre apex, et là-dedans, vous avez une infection qu'on va aller traiter. La bonne nouvelle, c'est justement là qu'on a accès, et là on a très peu accès. Là-dedans, vous avez des lymphocytes, des macrophages, c'est une inflammation chronique, on a essentiellement des lymphocytes, des macrophages, des vaisseaux sanguins, des ostéoclastes, c'est pas les bactéries qui vous ilosent, ce sont les ostéoclastes, donc c'est simplement les cellules de notre organisme, des cellules souches et des fibroblastes. En gros. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous devez réfléchir en termes de clinicien, ce qu'on cherche à faire, c'est pas juste trouver tous les canaux absolument. Non, notre objectif, c'est, il y avait une homéostasie à un moment donné, un équilibre entre les bactéries, on est fait à moitié de bactéries, hein, notre organisme c'est moitié de cellules, moitié de bactéries, donc c'est pas grave d'avoir des bactéries, sinon on ne pourrait pas vivre. Et donc ce qu'on doit faire, c'est restaurer une homéostasie, et donc vous devez penser, en tout cas je vous encourage, à considérer ce schéma qu'on avait publié en 2012 quand j'étais aux États-Unis, c'est de dire qu'à gauche, il y a des trucs qui maintiennent l'inflammation, des bactéries, des cellules immunitaires, et à droite, on a des éléments qui vont essayer de faire l'inverse, de faire pencher la balance vers la guérison, qui sont par exemple les cellules souches, MSC, ou des lymphocytes qu'on appelle régulateurs. Et si vous inversez suffisamment la balance, si vous enlevez suffisamment de bactéries, l'inflammation va diminuer et les cellules souches vont se pointer et assurer une guérison de l'os. En fait, ce qu'on traite quand on fait de l'endo, on ne traite pas des canaux, on traite du tissu osseux, du tissu nerveux, et donc vous pouvez dire ça à vos collègues médecins. Moi, je ne traite pas des canaux, les gars. Je traite de l'os, du tissu nerveux, du tissu fibreux, etc. Ça valorise un petit peu notre profession. Alors, quels sont les traitements d'urgence qui nécessitent la prescription d'antibiotiques? Alors, très bien. Parente apicale aiguë, pas vraiment. On peut traiter ça, on doit traiter ça sans antibiotiques. Parente apicale chronique avec fistule, normalement non. Ici non plus. Hein, on parle d'inflammation. Abcès apical aigu collecté, ça s'incise, on va voir pourquoi. Abcès apical aigu non collecté, effectivement là ça se discute. S'il y a moyen, et si on a le temps, on fait le traitement, pas besoin d'antibiotiques. Si on n'a pas le temps, hein, quand on est en plein milieu d'une journée de galère, on peut prescrire. Ceci évidemment, ça c'est clair. Et une pathologique, non. Ok.
Ok? Donc, il y a des éléments qui sont importants à considérer et on va faire un petit peu le tour du pourquoi. La pulpite irréversible, c'est quoi? C'est de l'inflammation dans la pulpe liée à une présence de bactéries dans la carie. Ok? Parfois, il y a un petit truc de pus quand vous y allez. Mais en gros, le tissu est enflammé. 3 questions qu'il faut se poser toujours en pratique. 3 questions que je me pose en permanence. La majorité des cas qu'on discute, hein, ça vous paraît peut-être basique ce qu'on discute là, mais la majorité des trucs qu'on discute en spécialisation et dans notre clinique à Saint-Luc, c'est essentiellement des problèmes de diagnostic. Essentiellement, c'est la majorité de notre temps. Où se trouve l'infection? Où se trouve l'inflammation? D'où vient la douleur? Si vous posez ces 3 questions-là et que vous allez arriver à répondre dans chacun de vos cas à ces 3 questions, vous savez traiter pratiquement tous les patients sauf les exceptions. Où se trouve l'infection dans une pulpite? Elle se trouve dans la carie, nulle part ailleurs. Où se trouve l'inflammation? Souvent dans la pulpe coronaire, parfois un peu plus bas. Et d'où vient la douleur? L'innervation, essentiellement au niveau du tiers coronaire de la pulpe. Du coup, qu'est-ce qu'on fait pour traiter? On enlève l'infection, on freine, on enlève l'inflammation, on fait une pulpotomie, et le complète, en général complète. Et qu'est-ce qu'on fait en faisant une pulpotomie? On coupe les terminaisons nerveuses qui sont dans la pulpe. On a tendance en général à dire on relâche la pression. On relâche la pression, mais on coupe également tous les axones qui sont responsables de la transmission de la douleur. On arrête la douleur chez le patient, c'est terminé. Pas besoin de prescription d'antibiotiques. Donc, si on pose la question de traitement local ou antibiotique, traitement local uniquement. Antibiotique ne change rien à la pulpite. Pas d'antibiotiques. Traitement local pour l'inflammation, en général, ça suffit. Dans 90% des cas, plus de douleur à 24 heures. Parfois, un peu d'anti-inflammatoire nécessaire. Traitement local également pour la douleur. Parfois, un peu d'antidouleur nécessaire. Parodontie apicale, un peu plus compliqué probablement. Où se trouve l'infection? On l'a dit tantôt, dans le canal. La majorité des cas, sauf dans les cas d'abcès. Il y a un peu de bactéries qui se baladent. La majorité des bactéries sont en biofilm dans le canal. Où se trouve l'inflammation? On l'a dit dans le périapex. D'où vient la douleur? Eh bien, dans ce périapex-là, vos cellules inflammatoires, cellules immunitaires, elles libèrent une série de médiateurs qui transmettent de la douleur, le prostaglandine notamment. D'où vient la douleur? Eh bien, ce sont les nerfs qui sont en périphérie dans le tissu périapical. Est-ce qu'on peut s'en sortir sans antibiotiques? Un exemple d'abcès qu'on a traité avec un collègue, qui est, je crois, l'envoyer ici d'ailleurs. On a un abcès chez une jeune fille, un enfant de 6-7 ans, je ne sais plus. On ouvre la dent, on fait la désinfection, on suit à court terme, on soigne ensemble à Saint-Luc. Vous voyez, ça disparaît, il n'y a pas eu une prescription antibiotique, il n'y a rien du tout. On voit comment ça évolue très bien, donc on a ici 3 mois plus tard. Ça, c'est un exemple, des cas où justement on galère, on dit c'est un enfant, etc. Qu'est-ce qu'on fait? On y va, on ouvre, on désinfecte, et ça fonctionne dans la majorité des cas. Donc, dans la majorité des cas, gestion de l'infection, c'est le traitement local, dès qu'on peut, et dès qu'on a le temps, évidemment, on fait ce qu'on peut. Pas d'antibiotiques, sauf quand, et là je vous encourage à considérer juste des exceptions, et vous l'avez bien identifié, les conséquences avec des complications systémiques, quand le gars il commence à avoir une infection qui se développe de manière extrêmement importante et hors de contrôle, évidemment on va presser des antibiotiques. Chez un patient immunodéprimé, on ne se soigne pas tous les jours, on est vraiment patient immunodéprimé, surtout en cabinet, et si le traitement local est impossible techniquement. Et ce qu'on entend par le traitement local, c'est y compris l'incision. L'incision, c'est un traitement local. Si un abcès est collecté, vous pouvez inciser, le traitement d'urgence est réalisé. Pas besoin d'antibiotiques. Tout ça est bien résumé dans les règles de l'ESE que je vous donnerai tout à l'heure. Traitement local également pour l'anti-inflammatoire et l'antidouleur, sauf dans environ un tiers des cas, on a besoin de compléter avec des anti-inflammatoires et des antidouleurs. Un tiers seulement. De nouveau, si vous considérez la majorité des situations, ce n'est pas nécessaire. On peut toujours trouver un cas qui ne correspond pas à ces critères. Et ce n'est pas ça qu'on cherche. Alors, là, c'est pour justement se mettre un petit coup à la profession. On a dit qu'il y a très peu de cas où on a besoin de prescrire des antibiotiques. Pourtant, quand on regarde les chiffres, ça, c'est les chiffres de l'INAMI de 2009. Vous voyez qu'on prescrit essentiellement, tous les médicaments qu'on prescrit en antistérie viennent essentiellement amoxicilline et augmentin. On prescrit 4 fois plus d'antibiotiques que d'anti-inflammatoires. Or, tout ce qu'on traite, c'est des réactions inflammatoires. Ok, donc là, ça va pas, il y a un truc qui cloche. Plus de 6 millions d'euros, bon, nos politiciens gaspillent beaucoup plus que ça, on va dire, mais 2009. Bon, on va dire, on va redresser la barre, on va faire mieux.
2017, 50%, on a fait mieux en antibiotiques. On prescrit encore plus d'antibiotiques, 3 fois plus encore que l'ibuprofène, toujours plus de 6 millions d'euros. Ok? Dommage. Bon, il faut faire quelque chose. À un moment donné, il faut regarder et se dire, on demande un expert. Moi, quand j'ai un problème comme ça, je demande un avis d'expert. Je demande à mon fiston. Et donc, il dit non, on ne regarde pas. Et quand je lui demande son avis, il m'a dit plus tard, je serai pirate. Alors, quand on revient à la conclusion chez nos collègues, on a dit, ok, il y a des remarquables développements qui ont été réalisés, qu'on a fait un petit peu le tour, c'est pas extraordinaire. À part améliorer notre compréhension du système, on n'a pas fait des progrès énormes. Donc, si je veux dire, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait finalement? Il est en train de me dire que rien n'est important. Qu'est-ce qui est vraiment important? Alors, pour considérer ce qui est important, je l'ai dit, on doit essayer d'aller à l'encontre de toute une série d'écueils que j'ai listés en début de présentation. Il faut poser des bonnes questions et collecter des données pour y répondre. Il faut considérer les données à l'échelle des populations, à large échelle, pas d'un individu. Il faut se concentrer sur les facteurs vraiment importants. Franchement, on n'a pas de temps à perdre à passer tout son temps à s'occuper de trucs qui sont accessoires. Considérer le facteur temps, donc comment ça évolue dans le temps chez nos patients. Et pour faire ça, il n'y a pas beaucoup de motivés. Il y a Jean-Pierre. Jean-Pierre, qu'on a appelé Make Endodontics Great Again. Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai eu la chance de travailler avec lui sur sa base de données, qui est unique au monde, et ce n'est pas pour faire le chauvin, c'est vrai que ça n'existe pas. C'est 2500 traitements qui ont été collectés prospectivement pendant 25 ans. Personne ne fait ça. Alors, depuis que je suis diplômé, j'entends souvent, je fais ça depuis 30 ans, et ça marche plutôt pas mal, mais personne n'a les données pour prouver ça. Moi non plus. Personne ne peut prouver ça. Sauf, pour ma connaissance, quelques personnes par le monde, y compris mon cher collègue ici, qui a fait ça. Et je vais vous présenter une partie de ces résultats qu'on a présentés récemment le mois dernier à un congrès de recherche qui s'appelle l'IADR à Madrid. Et qu'est-ce qu'on a mesuré avec, Jean-Pierre a mesuré et moi j'analyse ça avec lui. On a mesuré le succès clinique. En tant que clinicien, on a envie de savoir est-ce que ça fonctionne cliniquement? Est-ce que le patient n'a plus de douleur, n'a plus de symptômes? Est-ce qu'il y a un succès radiographique? Est-ce qu'il y a plus de radioclarté périapicale? Qu'est-ce qu'on définit par radioclarté périapicale? Comme dans votre cabinet, on a fait des catégories. On n'a pas été mesuré à la latte pour les anciens ou au cone beam pour les nouveaux. C'était des radios, comme vous faites tous les jours. Et on a un espace périapical qui est nul, léger, où là ça commence à être ce qu'on appelle en général une lésion, une plus grosse et une plus grosse. Vous avez les catégories de taille. Ça, c'est ce qu'on appelle le succès. Soit un léger élargissement, soit rien. Ça, c'est ce qu'on appelle l'échec, à partir de 2-3 mm. Et ce qu'on appelle le succès global, forcément, c'est une combinaison du succès radiographique et du succès clinique. C'est-à-dire qu'il faut que le patient n'ait rien sur sa radio, en tout cas dans ces deux catégories de gauche, il faut qu'il ait pas mal, il faut qu'il n'ait pas de fistule, qu'il n'ait pas de gonflement. Ça, c'est le vrai succès, le pur succès en endo. On a mesuré ça. Les données ont été collectées par Jean-Pierre systématiquement. Donc à chaque patient, il a encodé toutes les variables dans une base de données, un vrai travail de fourmi, dans ses patients albinistes. Et il a travaillé selon ce qu'on appelle les prérequis, ou les fondamentaux, qui sont décrits, qui ont été décrits plus tard, après le début de son étude, mais que vous pouvez, et je vous encourage à aller chercher. C'est un article que j'ai imprimé, il n'est pas costaud, si vous voulez être curieux, vous pouvez venir le voir après. C'est quelques pages, et qu'est-ce que ça dit là-dedans? Ça vous explique les grands principes de l'endo, comme vous devriez les appliquer, comme nous devrions les appliquer. Et c'est pas des détails, c'est pas des trucs de scientifiques, c'est vraiment comment vous devez bosser au quotidien. C'est un truc qui se lit bien, pour autant que vous ayez des quelques notions d'anglais. Ça se lit assez bien. Je vous encourage à aller chercher, il a travaillé selon ces critères. Ensuite, il a enregistré, c'est là que ça devient impressionnant, à mon sens, par rapport à son travail, il a enregistré toutes les variables cliniques, techniques, radiographiques et du patient. De nouveau, pour ceux qui n'arrivent pas à dormir, le soir, je peux vous donner la liste complète de ce qu'il a mesuré. Je pense que vous pouvez aussi, si vous avez un doute, me demander est-ce qu'il a mesuré le diamètre apical, oui, quel type de cavité d'accès, quel type de ciment il a utilisé pour obturer quel type d'irrigant, tout ça dedans. Donc ça veut dire que pour chaque cas, il remplissait ça, un dossier avec toutes les variables de son traitement. Vous voyez, aussi quelques pathologies, moi j'ai des pathologies, Jean-Pierre aussi, il les assume. Ça donne ça, et on passe nos après-midi à travailler sur un fichier Excel. Donc si vous avez le plaisir de faire votre Excel pour votre comptabilité, c'est ça, mais en pire. Vous avez 350 colonnes et 2500 lignes.
Et donc, on passe des super après-midi, c'est super fun. Nous, on s'amuse. Bref. Alors, pour nous sortir en fait de la substance de ce genre de truc, je ne vais pas vous taper. Ce qui est important, c'est que le outcome qu'on a considéré, le résultat, le traitement chez nos patients, on l'a considéré au niveau de la dent. C'est-à-dire qu'on n'a pas été pinaillé sur le canal, le mésovestibulaire, machin, puisque quand on prend une décision chez nos patients, c'est la dent, elle est conservable, elle n'est pas conservable. Elle est douloureuse ou elle n'est pas douloureuse. On s'en fiche si le canal histo-vestibulaire a guéri et le mésovestibulaire pas, ben, en général, ça pose problème, sauf si on l'envoie chez les dents. Okay. Donc ensuite, on a fait une série d'analyses statistiques, ça je vais vous abréger tout ça. En gros, quand on fait une régression multiple, ça veut dire qu'on prend toutes les variables et on les met dans un truc statistique, et à un moment donné, il y a quelques variables qui ressortent. Sur les 150, les variables les plus significatives, les seules variables significatives, sont celles-ci. L'âge, la douleur pré-op, la persistance de douleur dans les semaines qui suivent le traitement. Jean-Pierre a donné un pronostic au moment du traitement, ça a l'air d'être relativement fiable, donc si vous voulez lui envoyer, il fait du consulting, je vous donnerai son adresse, c'est de savoir si votre traitement a un bon pronostic ou pas, ça marche bien. La taille de la radioclarté périapicale et le type de dent. Tout ça, ça a une influence à voir. Alors, ce qu'il faut retenir finalement là-dedans, c'est quoi? C'est qu'en fait, là, c'est une variable du patient. Ça, c'est une variable du patient et de la pathologie, hein, la douleur. Ça, c'est la pathologie. Ça, c'est le patient, son type de dent, et un petit peu de praticien ici. Ok, donc la conclusion de ça, c'est que sur le large nombre de variables qu'on a étudiées, hein, si vous n'avez pas confiance, vous pouvez les réétudier, je vous en prie. Large nombre de variables, plus de 150. Qu'est-ce qui ressort? Il y en a très peu qui sont prédictifs du succès ou de l'échec. Pour autant qu'on ait respecté les fondamentaux que je vous ai décrits tout à l'heure, et je vous encourage à aller lire cet article, c'est un truc que vous devriez ce soir, demain ou après-demain. C'est cet article-là. Et ce qui est intéressant, c'est que la majorité des facteurs qui sont réellement significatifs, c'est ceux qui sont liés à la maladie et au patient. Il n'y a pas d'aspect technique là-dedans. On n'a pas vu, vous devez utiliser telle ligne, vous devez obturer avec tel ciment, vous devez terminer avec un diamètre de 30, parce que sinon c'est pas bon. C'est pas là-dedans. Ça ne ressort pas, c'est étudié, mais c'est pas là-dedans. Et donc ça remet en question, et c'est notre conclusion, là, les tendances qu'on a à pinailler. En dentisterie, on pinaille beaucoup, mais en dentisterie, en endodontie, quand vous regardez, ouais, peut-être que tu devrais être un millimètre plus court, un millimètre plus long. Ok, tout ça, c'est secondaire par rapport aux variables qu'on vient de décrire. Alors, quand je regardais par curiosité ce que vous avez considéré avant que je raconte tout ça, comme des facteurs importants. Ça, c'est nickel, c'est exactement ce qu'on a. L'âge du patient, ça, je pourrais en parler pendant une heure, on ne va pas. Obturation jusqu'à l'apex, c'est souvent ce qu'on considère. C'est notre critère. On ne devrait pas être aussi obsédé par l'obturation jusqu'à l'apex. Ce qu'on devrait regarder, c'est le suivi dans le temps. Est-ce que ça guérit ou pas? S'il manque un ou deux minutes, quand vous envoyez chez un spécialiste, et que ça revient et que c'est pas obturé jusqu'à l'apex, vous me dites, c'est quoi ce gars? Il est nul. Et c'est pas important. Il faut regarder, l'utilisation de la digue est intéressante, mais ne ressort pas parce que la majorité des cas ont été faits sous digue. L'utilisation du microscope n'est pas un facteur. L'élimination de l'endodentinaire, on en discute depuis des années en endodontie, c'est toujours pas prouvé que c'est important, donc ça n'est pas. Et la douleur du patient est très très importante. Très très importante. C'est un des facteurs les plus importants avec l'âge. Donc vous voyez, il y a une mauvaise conception. Et de nouveau, je jette la pierre à personne. Ça a été une surprise pour nous de voir ces variables-là, notamment l'âge du patient. C'est des facteurs qui sont dominants si on travaille dans les règles de l'art en endodontie. On peut en parler tout à l'heure dans les questions-réponses si vous le souhaitez, de l'effet de l'âge. La bonne nouvelle, c'est que l'âge est protecteur. Pour vous donner une bonne nouvelle parmi tout ça, c'est que plus vous devenez vieux, et plus si on doit vous faire un traitement dentique, mieux ça marchera. Vous voyez? Donc l'âge c'est négatif, sauf pour l'endo, c'est nickel. Donc je suppose que vous allez développer de plus en plus votre pratique de géronto-endodontie à partir de ce moment. On va arrêter la pédo, on va faire de la géronto. Alors, également, ça je disais, ça c'est important. Et si on croise avec le dit, bah, c'est une étude qui était faite en Belgique à un moment donné, par deux types, sont sympas, mais bon. Est-ce que d'autres gens sont d'accord avec ça dans le monde de l'endo? Il y a deux types. Si vous lisez un peu en endo, Bergenholtz et Kvist, c'est des pointures, c'est des mecs qui sont là depuis longtemps. Ils ont écrit un article qui s'appelle Evidence-Based Endodontics, vous avez une matinée là-dessus. Globalement, il y a une variété de questions spécifiques qui existent en endodontie, que nous, ça c'est moi qui dis ça, que nous appelons les obsessions de l'endodontiste. Est-ce qu'il faut enlever la boue dentinaire? Est-ce qu'il faut obturer avec quel matériau? Préparer avec quelle lime? Quelle est la conicité qu'il faut? On en parle. Et eux, ce qu'ils concluent, c'est la même chose que nous. C'est en gros, il y a des
éléments qui sont beaucoup plus relevants à se poser comme question en termes de perspective de santé publique, c'est-à-dire quelle est la survie de la dent sur l'arcade, est-ce que la douleur du patient elle s'en va ou elle reste, quel est l'impact sur la santé générale du patient, c'est des questions beaucoup plus centrales qu'il faudrait se poser. Alors je dis, il faut également se poser la question sur comment nos traitements évoluent dans le temps. Et pour la première fois, on peut vous donner la réponse. Donc, à ma connaissance, la seule courbe qui existe de ce type, c'est-à-dire qu'ils peuvent, dans le temps, prédire quelle est la probabilité de succès de votre traitement. Vous réalisez un traitement dentique, votre patient vous demande ça va donner quoi dans 5 ans. En général, on croise les doigts, on dit bon, on espère que ça va bien marcher. Si vous travaillez comme ce qui a été fait ici, donc vous lisez l'article que je vous ai dit, eh bien, vous avez des données pour justifier à vos patients. En gros, vous perdez 10% de probabilité de succès tous les 5 ans. C'est ça qui se passe. 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans et 25 ans. Vous voyez ça avec comme un verre à moitié vide ou à moitié plein. À 25 ans, vous avez environ 50% que votre traitement odontique soit un succès. D'accord ? Vous voyez ça positivement ou négativement, ça vous incombe, mais globalement, vous avez pour la première fois ici une logique, c'est-à-dire qu'on perd environ 10% de probabilité tous les 5 ans. Et donc, une des conclusions de notre travail aussi, c'est que le succès de l'endo évolue avec le temps. Or, on a tendance à dire, si j'envoie chez un endodontiste réputé, normalement, c'est réglé, quoi. C'est bien. Chez n'importe qui, il y a une probabilité que ça échoue avec le temps, chez n'importe qui. Mais ça veut dire que n'importe qui doit aussi contrôler ses traitements dentiques dans le temps, et on a encore plus de chances de faire ça en dentisterie générale. On peut, avant d'envoyer à des spécialistes, contrôler dans le temps ce qui se passe. Pourtant, on nous avait dit qu'après 1 an ou 4 ans, normalement c'était fixe, ça s'arrête. Les règles de l'ESE, c'est 4 ans. Alors, on nous avait dit à un moment donné aussi que la Terre était plate. Vous connaissez ces gens-là, les Flat Earthers? C'est impressionnant, il y a des gens qui créent des groupes actuellement, qui sont encore plus tarés que nous, ils pensent que la Terre est plate et entourée d'un gros mur de glace, et ils passent leur temps à essayer de le prouver. Bon. Donc en gros, les choses changent, et c'est ça qu'il faut retenir. Les conclusions. On est OK, Patrick? Timing? OK. Les conclusions, quels sont les vrais progrès cliniques? Alors la question qu'il faut se poser quand je vois ce genre de truc, on va se dire, on va me demander après, oui mais alors tout ce qu'on nous dit, les limes, etc., ça n'a aucune importance. Je ne suis pas en train de vous dire, faites ce que vous voulez, peu importe ce que vous faites, ça fonctionnera. Je dis simplement que si on respecte des règles de base, toujours dans ce papier-là, je vous encourage à lire, on respecte des règles de base, des concepts de base, la préparation en de tiers, l'utilisation d'un champ opératoire, le rinçage abondant, combien de millilitres? On ne sait pas, un rinçage abondant d'hypochlorite, ça va fonctionner, et puis du coup, tous les facteurs techniques vont sortir. Alors je fais une analogie avec ceci. Pourquoi les progrès technologiques ont peu d'impact? Parce qu'on a respecté une série de choses. Ça c'est ma montre de ce matin. Donc, je suis en statut de désentraînement à cause de cette conférence. Pas de sport, l'effort diminue, c'est pas très bon. Alors, je ne sais pas si vous utilisez des montres intelligentes. C'est absolument horrible ce genre de truc. Pourquoi? Parce que, en fait, on vous dit en permanence que vous n'avez pas atteint votre objectif, et que si vous l'avez atteint, on va augmenter l'objectif, et à un moment donné, vous dites, mais ce truc, je vais le désactiver, et on le désactive. Et donc, en fait, l'objectif de cette montre-là, si on mesurait l'impact de la montre intelligente, ou ainsi appelée, sur votre santé et sur votre dynamique à aller courir, est-ce que cette montre-là vous encourage à aller courir la première semaine de l'achat? En général, vous achetez la montre, vous l'avez testée, vous mesurez votre rythme cardiaque, deuxième semaine, vous commencez à dire cette montre, la mettre de côté, et puis après c'est terminé. Donc cette montre, elle n'impacte pas du tout votre santé. Éventuellement, elle vous motive pendant 1 ou 2 ans. Mais c'est pareil pour la technologie. Qu'est-ce qui est vraiment important? C'est les concepts de base. Ceci, allez le chercher. Tous ces trucs-là, c'est disponible gratuitement en open access sur Internet, sur le site de l'ESE. Allez le choper, allez le lire. Il ne faut pas lire 1000 articles, ça suffit. Parce que quand vous vous retrouvez devant votre microscope, vous pouvez faire le malin. J'ai un microscope, j'ai un code BIM, j'ai des ultrasons, mais finalement, si vous ne savez pas ce qui se passe, vous pouvez regarder pendant 1 heure dans le microscope, vous n'allez rien savoir. Et moi, non. Chez Jean-Pierre, il a testé ça. Il a tout testé. Dans la période de traitement, il a commencé avant 96, il est terminé après 2008, on a fait 4 grandes catégories, et on a essayé de voir si le taux de succès évoluait avec l'introduction des instruments en nickel-titane, avec l'introduction du microscope, et ça n'a aucune importance dans le succès de ces traitements. Aucune. Donc pourquoi ça n'a pas d'importance? C'est parce qu'ils savaient
les objectifs qu'il voulait atteindre, et puis, évidemment, c'était probablement un peu plus facile avec un peu plus facile avec du microscope, mais ça ne change pas le succès de ces traitements. Et donc, si on a compris les concepts fondamentaux, ça c'est une des grandes conclusions, si on comprend et qu'on maîtrise les concepts fondamentaux, pour autant qu'on veuille y attribuer, y accorder de l'énergie et du temps, eh bien, peu importe comment on les atteint. Donc, ces personnes qui utilisent cette ligne ou cette stratégie-là, ça ne marche pas. Si vous respectez les concepts, vous utilisez ce que vous voulez. Pour autant que donc c'est un moyen, c'est pas une fin. C'est une première conclusion. Deuxième chose, vous allez me dire, oui, mais ok, ça c'est pour le patient, ok, tu le soignes bien, c'est bien, tout ça. Et moi, en tant que dentiste, la digue, parce que c'est important, ben, je ne vais pas vous présenter des études cliniques, c'est juste plus pratique. Vous faites une fois un traitement sans digue, le patient a envie de dégueuler dès qu'il y a un peu d'hypochlorite. Le localisateur d'APEX, c'est pratique. La radiographie numérique, c'est pratique. Les aides optiques, microscope loupe, c'est pratique. Les inserts ultrasons, ça nous facilite la vie. Bien que je suis un peu un pervers des études, vous l'avez compris, je ne vais pas les tester, ce genre de trucs. Égoïstement parlant, on a envie de les utiliser, point. Ça ne sert à rien d'aller plus loin, c'est pratique. Si vous avez besoin d'un nouveau jouet, pas besoin d'aller chercher des evidence-based, pas besoin d'aller chercher des études cliniques pour faire plaisir. Dès qu'il y a un truc qui est chouette dans votre pratique, qui vous facilite la vie, utilisez-la, il n'y a aucune discussion, mais il ne faut pas prétendre que ça ne change quoi que ce soit au niveau du succès du patient, pour autant que ça ne comprenne pas le pronostic. Tout à l'heure, je vous ai montré un système d'obturation qui avait un pronostic qui se casse la gueule après 5 ans, et pour autant que ça n'augmente pas le risque sur le patient, bien entendu. Une conclusion que j'adore et que je ressors à chaque fois et que je continue à ressortir, c'est d'un grand bonhomme de Landau, qui est le rédacteur en chef du journal Le Vendôme, qui dit on ne fait pas des traitements canaux, on traite la parodontite apicale. C'est-à-dire que ça, c'est notre objectif. Je vous disais tout à l'heure à la blague par rapport aux médecins, valoriser notre pratique intellectuellement, de vous dire je ne suis pas en train de faire un traitement canalaire, je suis en train de guérir l'os, je suis en train de guérir le tissu nerveux de ce patient, et traiter les canaux, c'est un moyen, c'est le moyen d'y parvenir. Okay, je vous invite à le considérer de cette manière-là. Premièrement, c'est plus valorisant, et deuxièmement, ça permet de mieux comprendre et d'améliorer notre pratique. Quelques perspectives pour terminer, quelques perspectives et recommandations. Vous avez déjà vu cette vidéo? Bon, quelques vidéos. Pour ceux qui n'ont pas vu, ben, c'est la fin de l'implanto. C'est pour ça que nous, on a bien montré ça. Regardez la fin de l'implantologie, la concurrence. En fait, fin de l'implantologie humaine. Donc en fait, c'est le premier implant placé entièrement par un robot en Chine. Vous pouvez aller chercher sur YouTube. Vous avez un petit code pour aller voir ça. Donc la simulation du placement de l'implant a été faite par un homme. Et pendant la procédure, il s'est mis à côté et il a regardé. On va le voir à un moment donné. Donc, tout ça c'est robotisé, le patient est stabilisé. J'espère qu'il est bien payé. Et c'est tout. Et c'est fait par robot. Et donc, quand on voit ça, bon, ok, on va dire, ouais, bon, c'est en Chine, c'est n'importe quoi. Peut-être, mais à un moment donné, ça va arriver. Vous le sentez venir. On a du cone beam, on a de la robotique qui est super développée. Pourquoi ça ne viendrait pas chez nous? Ok? Et pourquoi ça ne viendrait pas chez nous et faire mieux que nous? C'est possible. En fait, ça fera mieux que nous. Il faut l'accepter. La robotique, c'est juste plus précis, ça picole pas la veille. Voilà. C'est mieux, quoi. J'ai pas dit que les implantologues picolaient. Il ne faut pas généraliser des cas particuliers. Bon. Focaliser son attention sur les choses qui sont vraiment importantes. Ça, c'est ma conclusion, ma perspective plutôt finale. Depuis que je suis jeune dentiste, j'avais un regard critique sur les formations et je me dis, est-ce qu'on n'a pas tendance de temps en temps à aller chercher en fait des formations qui nous font un peu rêver, mais qu'on ne sait pas appliquer dans notre cabinet. On a tous envie de rêver. Et donc quand on voit le proportion de pourcentage de travail quotidien et le temps de formation qu'on y consacre, on dit ouais, ça on fait tous les jours, je vais aller voir des trucs un peu sexy. Et puis le travail quotidien, ce qui représente moins de 5% de notre pratique, en fait on en consacre toute la formation. Voilà, des trucs magnifiques, les grandes photos, etc. Alors j'aime bien faire des analogies. Imaginez-vous, vous devez vous faire opérer du cœur, et le chirurgien, il est très très bon. C'est vraiment un super bon chirurgien. Et il vous dit, je vais t'ouvrir la cage thoracique, et je ne sais pas très bien pourquoi, mais je vais faire ça très bien. D'accord? Il vous dit ça. Moi, personnellement, je ne serais pas très rassuré au niveau cardiaque. Au niveau dentaire, pourquoi on fait ça? Donc, pourquoi on focalise autant sur la compétence de l'acte et pas sur l'acte intellectuel? Probablement parce qu'on est peut-être un peu moins bien payé pour ça.
Et là, il faut pousser peut-être en tant que société, en tant que profession, pour que la valorisation de nos actes intellectuels peut-être le soit un peu plus. Alors, je conclue en vous donnant les liens. Donc, ce que je vous ai raconté, une partie en tout cas, est disponible de nouveau gratuitement. Il ne faut pas lire 1000 articles. Je vous ai parlé des Quality Guidelines, c'est le site de l'ESE. Vous allez lire ça. Je vous encourage vraiment à faire l'exercice. Et si ça ne marche pas le premier coup, relisez, réessayez, appelez un copain qui parle mieux anglais. Mais ces genres de trucs, consacrez-y du temps parce que c'est ce qu'on fait tous les jours. Ça ne sert à rien d'aller voir des trucs un peu alambiqués qu'on ne fait jamais. Ça, il faut le savoir. Comment on gère on n'en a pas parlé, les caries profondes, les pubs exposées. Comment utiliser correctement l'imagerie 3D. Que penser des procédures de revitalisation un peu moins fréquentes. Et comment utiliser correctement les antibiotiques. Je fais une citation que j'aime bien. Les dinosaures ne lisaient pas, et donc ils sont éteints maintenant. Est-ce que c'est une coïncidence? Alors, pour ceux qui aiment le foot, moi j'aime pas trop le foot, mais c'est une analogie que j'aime bien. J'avais trouvé ça dans un des éditoriaux du journal Ando, qui disait ceci. Je vous lis les statistiques. Quand un penalty est tiré, on a 75% de chances qu'il soit marqué. C'est basé sur les statistiques de la Coupe du Monde, Championnat du Monde et Championnat d'Europe. On a 75% de chance de marquer. Ça, c'est pour l'attaquant, ou pour le mec qui shoot. Le gardien, donc du coup, il a 25% seulement de chance de l'arrêter. Sauf qu'on a vu que 50% des cas, il saute à droite, 49% il saute à gauche, et 1% des cas, il ne bouge pas. Pourtant, il a beaucoup plus de chances de l'arrêter s'il ne bouge pas. Ça, c'est montré, sauf s'il fait vraiment une grosse connerie au centre. S'il reste là, il va l'arrêter. S'il va un peu dans sa zone autour, et que le gars saute un petit peu de manière un peu faiblard, il va l'arrêter. Et puis s'il saute comme un gland d'un côté ou de l'autre pour essayer d'attraper ce qui se passe là-haut, il est peu probable qu'il l'arrête. Et pourtant, ils le font. Et c'est ce qu'on fait aussi nous. On se consacre un peu à des trucs qui sont un peu hypothétiques dans les coins. Alors là, j'ai trouvé une vidéo qui est... Voilà ce qu'il faut faire. Ça, c'est le résumé, tout ce qui est important à savoir, c'est là. Regardez bien. Il faut s'amuser un peu. Et voilà. C'est classe, non? Faites ça au quotidien. Alors, je termine en vous disant, en endodontie, en dentisterie, il y a beaucoup de jugements, en général. Qui fait ça? Tu mets pas la ligne, bah, c'est pas bien. On se juge beaucoup les uns les autres, on n'a pas envie de partager, etc. Et c'est normal parce qu'il y a du jugement. Les vieux prennent les jeunes pour des cons, les jeunes prennent les vieux pour des types qui sont pas trop à la page, etc. Réticents au progrès, etc. Moi j'ai la chance de travailler avec des jeunes, des personnes expérimentées, pas des personnes expérimentées, des praticiens privés, des praticiens qui travaillent à l'université, des chercheurs, des cliniciens, et j'ai un peu la naïveté de croire que cette diversité permet de se rapprocher un petit peu d'une forme de réalité qui permet d'améliorer le soin aux patients et d'avoir une forme de dentisterie plus axée vers justement les besoins des patients, une forme de médecine et plus uniquement un truc de technicien où on s'échange 2-3 tips de temps en temps. Donc j'espère que ces quelques minutes, cette heure et demie, vous ont permis de faire évoluer chez vous certaines idées et si c'est le cas, je suis prêt à répondre à vos questions.